La vie des êtres humains est toujours marquée par cette cruelle séparation qui s'appelle la mort. Quand quelqu'un est mort, la seule consolation pour ceux qui restent est de supporter leur peine et de continuer à vivre. Quand on parle d'émotion dans Saint Seiya, la première chose qui nous vient à l'esprit, ce sont bien sûr les morts héroïques de nombreux protagonistes et pas nécessairement que chez les héros. La mort dans l'animation japonaise, c'est monnaie courante et cela met davantage en exergue la dureté de la guerre. Alors, je vais brièvement parler d'autres œuvres et donc spoiler. Alors, je vous mets ici le timecode à sauter donc. Dans Ashtanojo, il y a eu un avant et un après avec cette fin percutante où Joe Yabuki s'effondrait lors de son duel face à José Mendoza, une fin à l'image du personnage, c'est-à-dire imprévisible. Cette fin marqua les lecteurs japonais et dont Masami Kurumada. D'ailleurs, son personnage Iki, le nom est un hommage au scénariste d'Ashtanojo, à savoir Iki Kajiwara. Bien sûr, il y a d'autres œuvres, dont les excellentes OAV de Giant Robot, qui sont hélas assez méconnues en France. Nous avons droit à des sacrifices étonnants, par exemple Yushi avait eu le droit à une mise en scène intéressante sur sa mort, face à l'assassin silencieux Koen Kashu. J'aime particulièrement ce genre de mort que je trouve dramatique. Car Yushi ne tuera au final pas son adversaire qui réapparaîtra dans l'épisode suivant. Et l'une de ses conséquences, c'est que cela met fin au duo Issei-Yushi, qui était ultra efficace sur le terrain. Des œuvres comme Gundam et Macross véhiculent quant à elles des messages anti-guerre. Ce qui m'avait marqué, c'est la mort du vétéran Roy Fokker qui, ironiquement, ne mourra pas sur le champ de bataille. Le contraste est intéressant, bien que le film, lui, ira sur un cheminement plus classique, mais aussi jubilatoire. Il y avait également la mort de Kakizaki qui m'avait marqué. Alors pourquoi elle m'avait marqué? Tout simplement que le trio Hikaru, Max et Kakizaki, c'était un trio que j'aimais énormément voir. Je trouvais que ça fonctionnait super bien. Donc la mort de Kakizaki, ça a un peu brisé cela, donc dommage. Pareil pour Jusa le nuage dans Octonoken, il est supposé retarder Rao. Or, non seulement ce dernier arrive en même temps que Kenshiro au palais de Julia, mais il la kidnappe, de quoi rendre encore plus regrettable sa mort. D'ailleurs, dans ce manga, les morts sont vraiment très bien mises en scène. Impossible de ne pas être ému par celle de Shu. Sur la seconde partie du manga, j'ai une grande affection sur la mort de N. Les dessins, les yeux de Bat, tout est parfait. L'émotion est palpable à travers les yeux de Bat. Mais des morts réalistes, il y en a, et ça, Nadia Bluewater avait fait fort avec le Dr Fate, condamné à une mort abominable. Ce dernier tente de rassurer son ami Jean en lui assurant qu'il fait ça pour le Nautilus. Mais, passé ce discours héroïque et assez classique, il craque. Oui, bon sang, un personnage craque et pense égoïstement à lui. Ce passage est probablement ce que j'ai vu de plus cohérent dans le monde de la Japanime. Cette mort, elle me terrorise encore aujourd'hui. Alors évidemment, il y a aussi la mort de Smith qui était intéressante également de Gunbuster, et aussi réaliste, mais selon moi moins marquante. Et dans les chroniques de la guerre de Lodos, j'avais pas du tout anticipé que Gim pourrait décéder. L'équipe était tellement soudée que non. Et la mort de ce personnage entraîne pour moi une sorte de rejet sur la seconde partie des OAV car l'équipe d'origine n'alignait plus. Et en plus, cet épisode 8 que je juge assez merveilleux est réalisé par Hirotsuku Kazawaki fait fort car on nous enlevait Gim mais également Woodchuck le voleur. Enfin, vous me direz que c'est comme dans le roman en fait. Mais plus exactement, il est possédé par Carla et il ne sera jamais dépossédé du diadème maudit. Une triste fin pour ce personnage. Dans le roman, il faut savoir aussi que Woodchuck, c'est de son plein gré qu'il prend le diadème de Carla, alors que là, c'était un accident. Je préfère donc les OAV. Et bien sûr, impossible de ne pas revenir sur Le Tombeau des Lucioles, un film que je n'ai jamais revu tellement il est très, voire trop efficace en fait. Mais bref, je pourrais rester longtemps sur les morts m'ayant marqué, mais on va revenir sur Saint Seiya et sur les décès, et la manière dont ça a été intégré. Déjà, cela intervient assez tôt et se face au combat de Seiya et Shiryu, où le second est à l'article de la mort. On a le droit à un sauvetage, alors d'accord, mais le manga prend son temps pour créer le suspense nécessaire. Ce sauvetage scellera à jamais l'amitié de Seiya et Shiryu.
Du côté des Black Saints, alors ce n'est pas très compréhensible. Nos héros indiquent ne pas avoir visé les points vitaux. Alors est-ce qu'ils sont super fragiles? En fait non, car tels des ninjas, on a l'impression qu'ils meurent par un poison pour les idéaux d'Ikki. Devant cette ambiguïté-là, l'anime ira jusqu'au bout du raisonnement puisque le Black Phoenix qu'affronte Seiya se coupera la langue. Bon alors cela dit, celui que tue Yoga, là par contre c'est Yoga qui est allé assez fort, oui. Mais la plus grande différence réside dans les 4 Black Saints. Ceux-ci sont mis KO par nos héros, puis tués par les Silver Saints, tandis que dans l'anime, ils sont tous morts et puis voilà tout. Cela dit, lorsque le Black Dragon sauve Shiryu, j'avoue qu'il paraît étonnant de le savoir vivant après une telle scène aussi poignante. Car oui, le Black Dragon est quelque peu réhabilité à travers ses dernières paroles admirables. Quelques éléments pourraient même nous indiquer que le destin funeste de Bud et Sid pourrait ressembler un peu à celui des 2 Black Dragons. Car dans le manga, oui, rappelons-le, ils sont 2. Alors que le Black Swan lui semble être le plus faible, mais il a le sens du sacrifice et se vengera de Yoga. Même chose pour Black Pegasus. Perdre d'accord, mais jamais inutilement. Le premier véritable uppercut dans la série sur les morts, il se situe dans le flashback d'Ikki à travers la mort d'Esmeralda. Cette mort transformera à jamais le personnage et d'ailleurs, Ikki conservera une cicatrice physique pour bien sceller cela. Et dans les faits, oui, Esmeralda a peu d'interactions, ce qui pourrait amoindrir la tristesse. À travers les quelques fillers de l'anime, on tient une mort culte par le Cristal Sainte. Le seiyuu fait un admirable boulot et la musique de Seiji Okoyama, oui il était temps qu'on y revienne, est imparable. Le drame humain fonctionne à 200% et Seiya en vient même à se questionner sur la guerre. À ce moment-là de l'anime, oui, on sait qu'à l'instar de Grandizer, les ennemis qu'auront à vaincre nos héros ne seront pas de fiefés salopards. Même Misty qui est en apparence arrogant, mais dans les faits, il ne fait que suivre les ordres, et en plus d'être un redoutable adversaire, Seiya regrette sa mort. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je me suis souvent imaginé Misty du bon côté. Alors qu'avec Algol, on détient une mort qui fait écho avec beaucoup d'autres, à savoir l'antagoniste qui salue le courage de son adversaire. Seule la mort de Jamian dans l'adaptation animée sera quelque peu ridicule au fond. Alors que chez les Goldson, ce qui est très fort, c'est qu'il est impossible de savoir qui allait mourir ou non. Bon, alors sauf pour Deathmask, j'en conviens. Et il est le premier à mourir et d'une manière ironique, en tombant dans le puits des âmes alors que c'est là qu'il projetait d'envoyer Shiryu. Mais le sanctuaire se devait d'être un peu nettoyé. Quant à Shaka, il aurait payé chèrement son erreur, mais le mangaka le fera revenir. En revanche, le cas de Cassius est très intéressant. Car au fond, ce qu'on a vu de ce personnage ne nous permettait pas de le voir autrement qu'une grosse brute. Et pourtant, Masami Kurumada va nous le réhabiliter un peu façon bossu de Notre-Dame. Non, le personnage n'a pas le look d'un héros et pourtant, il va commettre un sacrifice assez incroyable. Cassius nous apparaît très différent et des flashbacks de l'anime nous le montrent aux petits soins pour Shaina. On est loin de l'image qu'on avait de lui sur les premiers épisodes et pourtant on ne voit personne indiquer que c'est un out of character car on est pris dans le drame humain. Et à peu de choses près, Cassius fait le même sacrifice que Jusa le nuage dans Octonoken, car il se sacrifie pour une femme qui aime un autre homme que lui, une fin injuste qui ne laissa pas indifférent de nombreux fans. Enfin pas tous bien évidemment. La scène est tellement marquante qu'elle figure dans les bonus de la VHS japonaise. Et en français, ce qu'on peut se dire dans cette affaire, c'est que Masami Kurumada n'était pas très chaud pour tuer Shaina à mon âme la vie. Et en plus, ça aurait fait doublon avec la scène dans la forêt. Par contre, je veux bien croire que le mangaka ait eu l'idée d'utiliser Cassius dès le retour d'Aiolia en Grèce. L'auteur nous bluffe avec la mort de Yoga. Dans les faits, ça paraît évident de le voir revenir le sein du cygne plus tard, mais ceci ne se fait pas d'un claquement de doigts. L'épisode 47 est vraiment bluffant malgré tout, tant l'émotion est forte, et on a le droit à une scène où Yoga semble être entre la vie et la mort pour rejoindre sa mère. Forcément, on y croit. Alors que l'on contemple plus tard le testament d'Aiolos, dans la tête de Masami Kurumada, les 3 prochains Gold devront y laisser la vie. Les héros vont-ils les accompagner dans la mort? Je profite de cette thématique pour vous poser la question. Est-ce que si Saint Seiya s'était arrêté au sanctuaire avec, à la toute fin, Seiya qui s'effondre suite à son combat face à Saga, l'œuvre aurait été meilleure à vos yeux s'ils étaient morts définitivement? Toujours est-il que Camus meurt avec son dernier enseignement. La scène est déchirante car
personne ne voulait le voir partir, et encore moins Yoga, une mort qui participe à mettre en valeur ce drame humain qu'est l'imposture de Saga. Quant à Shura, il y a 2 versions du personnage, mais sa rédemption est la bienvenue. Mais au fond, ce qu'on aime le plus voir, ce n'est pas son adieu, mais la mort de Shiryu. Et oui, on y croyait tellement à ce moment-là, un des plus beaux épisodes en émotion. Par contre, à Aphrodite, son cas est très différent, car on n'a pas nécessairement de l'empathie pour lui. Notons qu'avant de rendre son dernier soupir, eh bien, il félicite Shun. Alors, l'arc Asgard est si fort, si puissant qu'au fond, la question que j'ai précédemment citée, elle s'est pas vraiment posée. Et pourtant, dans l'émotion qui va jouer, cela serait criminel de ne pas citer les God Warriors, qui au fond n'ont rien de commun avec ceux du second film, car ce sont pour la plupart des hommes respectables, mais ils se font duper par Hilda, enfin plus exactement par son anneau, et un personnage aussi loyal et droit que Thor, c'est sur la fin qu'il comprendra que Seiya avait raison, et en vient à pleurer. Cette première mort témoigne de la volonté du réalisateur Kazuhito Kikuchi de livrer une bataille déchirante, et Thor n'était qu'une infime partie de ce message. Hagen, jusqu'à la mort, se refusera d'écouter Freya en raison de Yoga qu'il jalouse. Sa mort n'en sera que des plus tristes, et parfaitement accentuée par cette mélodie triste de Seiji Okoyama, qui sera réutilisée habilement avec Orphée et Eurydice. Nous avons affaire à des fins de combat poignantes, et parfois même plus intenses que le combat en lui-même. Oui, là je parle de Fenrir. Mime, on est beaucoup à penser que ce personnage ne devait pas mourir, et ce malgré son crime. Mais en même temps, on parle du meurtre de l'homme qui avait tué ses parents. Mais bon, j'avais déjà parlé de Mime en détail sur 2 vidéos, donc vous savez ce que je pense dessus. Même chose pour la mort de Sid, qui est sans doute l'une des plus belles de cette saga, et la cruauté dans tout ça, c'est que Bud, il ne survit pas non plus. L'arc est vraiment implacable. Concernant Alberic, ce n'est pas ce que j'appellerais une mort pleine d'émotions, et d'ailleurs, la mise en scène est assez minime et on revient vite sur Yoga et Seiya après sa défaite. Si on peut se plaindre qu'Hagen se refusa à accepter la réalité, Siegfried, lui, la verra en face à travers Sorrento, mais hélas, il devra y laisser la vie, et ce, d'une manière héroïque, montrant à quel point Siegfried ressemble à nos héros. Hélas, il était impossible de voir Sorrento mourir malgré le capital de sympathie que nous avons pour ce God Warrior, et donc de quoi additionner le compteur des morts inutiles. Mais quand c'est inutile, c'est généralement très fort en émotion. La mort de Chaozu dans Dragon Ball, alors je précise la mort dans l'adaptation animée, car dans le manga c'est assez expéditif, ça lui avait été magnifié et c'en est bien la preuve. Une mort inutile, d'accord, mais qu'est-ce qu'elle est triste, punaise. Et même chose pour Vegeta face à Majin Buu. Ce sont vraiment ce type de morts que j'adore en réalité. Du côté de chez Poséidon, Masami Kurumada fait comme avec les Gold Saints, il choisit attentivement les personnages qui devront survivre. Chez les 9 Gold Saints, à affronter les héros, 4 survivront, non je ne compte pas Mu et Doko, je précise. Ici, sur les 7 Mariners, 2 survivront, mais pour des choix différents. Sorrento n'était au fond pas une mauvaise personne, et le discours de Shun allait dans ce sens. Tandis que Kanon, Masami Kurumada voulait l'intégrer dans l'arc suivant, donc voilà. Quant à Tethys, dans l'anime, son sort est ambigu. En fait, elle redevient tout simplement une sirène. Alors que dans le manga, elle se sacrifie pour faire revenir à la surface l'homme qu'elle aime. Et ce, pour reproduire fidèlement le conte de Anderson. Chez les autres miners, l'émotion y est moins forte. Quant à la mort des généraux, d'accord, celle d'Isaac est triste, mais elle est contrebalancée par la révélation autour de Kanon. Non, la plus percutante et sans nul doute, à mes yeux bien sûr, c'est subjectif, celle de Yo et plus encore dans l'anime. Sur le dernier arc, la tristesse revient, mais pas du côté des spectres. Oui, Saga, Shura, Camus, Aphrodite et Death Mask reviennent, mais cette fois-ci, ils doivent interagir face à leurs anciens compagnons. La tâche psychologique y est très forte, et ils sont meurtris de blesser leurs amis au nom de leur mission. La confrontation avec Shaka va dans ce sens-là, et la mort héroïque de Saga, Shura et Camus est très belle, car malgré leur Athena Exclamation, ils n'ont pas été bannis de l'ordre des saintes, tout du moins pour nos héros qui saluent leur noble esprit. Les dessins de Masami Kurumada sont magnifiques, et peut-être ses plus belles planches du manga d'origine. J'avais introduit au début de la vidéo quelques morts d'autres mangas, notamment celle d'Ashitanojo, mais impossible de ne pas y revenir à ce moment-là, puisque Masami Kurumada semble reprendre ce cheminement. Car oui, si Joyabuki prévoyait de voyager après son combat face à Mendoza, Seiya, lui, devait retrouver sa sœur. Et au fond, le message de Masami Kurumada à la fin, qu'il modifiera entre la publication
du chapitre dans le V-Jump et dans l'édition reliée, le message nous indique que les âmes de nos héros se réincarneront, de quoi indiquer que ce n'est pas seulement Seiya qui est mort, mais également Athéna et les autres suite à la destruction des Légions. Ces morts auraient été belles et poétiques, mais en fait non, aucun ne sera finalement mort dans les faits. Un peu à l'instar du sanctuaire avec nos héros. Les fans de Ring Nikakero ne pouvaient que s'en douter, car lorsque les héros affrontaient l'équipe de Grèce, on nous faisait alors croire à la mort de chacun de nos héros, avant de les revoir comme les saints d'Athéna après l'arc du sanctuaire. Mais le débat a toujours été tranché sur l'hypothétique mort de nos héros. Je crois que j'aime la fin du manga d'origine pour cette fin qui fut hélas balayée par Next Dimension. Et dans ce manga, il nous faudra du temps pour y voir des morts notables. Mais le moment où Masami Kurumada frappera très fort, c'est à travers le personnage de Suikyo, dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo. Le dessin, la position de Doko, les regrets, tout est parfait. Dans les films, si évidemment tous les ennemis y passent, on notera la mort héroïque de Frey, qui, de par la mythologie nordique à laquelle ce personnage est associé, trouvera la mort à cause de l'amour qu'il portait pour Athéna ce coup-ci. Et bien sûr, la mort d'Athéna pour le film suivant, le thème employé, la réalisation, oui, la mort d'Athéna a bousculé la sensibilité de beaucoup de fans, dont la mienne. Tout est fait pour qu'on y croie jusqu'au bout, le résultat est vraiment impressionnant. Le cinquième film, lui, est plus ambitieux, car jadis, l'émotion véhiculée dans Saint Seiya passait par la mort, dans la plupart des cas. Mais ici, c'est la résurrection de Seiya qui revient, tel qu'il pouvait l'être jadis, une fois libéré de la malédiction d'Hadès. Un renouveau pour la licence, on a donc le droit à une émotion inversée au fond. Et pour vous, quelle est la mort la plus notable dans Saint Seiya? Et sur ce, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao. Et dans les spin-offs, si tous les anciens Gold Saints meurent un par un, et de manière émouvante, dans le Canvas, alors la mort que j'ai le plus retenue, eh bien, c'est la mort d'Alia dans Saint Seiya Omega. Série considérée comme enfantine et mignonnette, où fort logiquement, rien ne peut arriver au héros, et pourtant, le drame se produit avec Alia, tant cette mort est brutale, choquante, et profondément injuste, et surtout complètement inattendue dans ce Saint Seiya un peu édulcoré pour correspondre aux normes des années 2010. La relation de Hatano est magistrale, et au fond, la fin d'Alia m'a toujours fait penser à la fin de Dominique dans le film de Cobra réalisé par Dezaki. Eh, ne partez pas, allez, une dernière mort qui m'avait vraiment beaucoup plu. Et oui, car il y a une mort que les OAV de Junikyu avaient sublimée, c'était celle de Sion. Dans le manga, Seiya et ses compagnons partent en direction du château de Pandore, et Sion décède peu après, alors que dans les OAV, Sion et Doko ont le temps d'échanger quelques mots ensemble. Les mots sont délicieusement choisis. Et l'émotion y est très forte. Et pour couronner le tout, Kyono Sato, qui était sur la direction musicale, déploya ni plus ni moins que le fameux thème Tsucho Seikaiju no Ki no Shitade, soit le thème final du film d'Asgard. Un choix très malin quand on y réfléchit bien et qui fait sens avec la diffusion de l'avant-première au Japon. En effet, avant de diffuser dans la salle le premier épisode de cette série d'OAV, la firme fit le choix de proposer avant cela le film Asgard. Et cette mort, cette réalisation, ces textes, elle a peut-être inspiré Masami Kurumada lorsqu'il dessina la fin bien amère de Suikyu dans son manga Next Dimension, à travers les adieux émouvants de Doko une nouvelle fois. Mais pour revenir à Sion, sa mort pourrait presque sembler insipide dans le manga en comparaison de ce qu'a fait les OAV sur ce personnage. Bravo!